Bienvenue à ce webinaire. Je suis très content de vous recevoir ce matin. Je vais commencer, là il est 9h30. Je vais passer les personnes les plus ponctuelles d'entre vous. Donc, comme nous l'avons présenté dans la fiche d'introduction du webinaire, suite à la publication en début d'année du panorama de la cybermenace 2022 par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, il a été évoqué qu'effectivement, les tendances observées l'année précédente se sont confirmées en 2022, au niveau général relativement élevé des cyberattaques. On constate néanmoins un déplacement, puisque jusqu'en 2021, les grandes entreprises et les OIV étaient généralement très impactées par ces cyberattaques. Et on voit qu'aujourd'hui, ces attaques dites de masse se déportent sur des entités moins bien protégées. Alors, c'est aussi pour ça que dans les chiffres, on peut entendre ou on peut lire que parfois le volume d'attaques a diminué, mais c'est aussi parce que les PME, PMI, ETI ne déclarent pas systématiquement être victimes d'une cyberattaque. Donc, ça peut fausser un peu les chiffres. Alors, c'est une tendance qui sera peut-être aussi amenée à évoluer, puisque depuis le 24 avril précisément, pour bénéficier d'une assurance, si on est couvert par une police d'assurance cyber, les entreprises sont dans l'obligation de faire un dépôt de plainte, ce qui donnera sûrement un peu plus de visibilité sur les attaques que subissent les PME, PMI, ETI. Alors, force de ce constat, on peut se poser la question de quelles sont les mesures indispensables à adopter pour faire face à ce cyber au sein des ETI. Alors, c'est ce que nous allons essayer de vous présenter ce matin, là, en 45 minutes. Ce que je vous propose, c'est de faire une très, très brève présentation de TGS France avant de rentrer dans le vif du sujet avec l'état des lieux du risque cyber, les 4 mesures indispensables pour se protéger, quelles sont les perspectives d'évolution également de la menace cyber dans les mois ou les années à venir. Et puis, on fera un petit focus sur les points à retenir et on aura, si vous le souhaitez, un petit temps d'échange. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à poser vos questions dans le chat et nous y reviendrons en fin de webinaire pour apporter les réponses à vos questions. Voilà. Alors, à propos de TGS France, très rapidement, nous sommes un cabinet conseil français national et on propose une offre globale de services auprès des entrepreneurs, de la création de leur entreprise jusqu'à la transmission, en passant par les phases de croissance et éventuellement de crise, donc comme on peut l'aborder ce matin autour des crises cyber, et ce au travers de nos différents métiers, donc que ce soit le métier des avocats, l'informatique, le social et également le conseil, dont je fais moi-même partie, donc Florian Barraud. Je suis dans l'IT depuis une vingtaine d'années et j'ai été moi-même en charge d'infrastructures informatiques et téléphoniques et ainsi que de la sécurité d'un groupe national. Donc voilà, je n'apprêche pas que la bonne parole, j'ai également été de l'autre côté de la barrière et confronté aux problématiques que vous rencontrez au quotidien. Donc, TGS France est labellisé Expert Cyber, donc qui est un label national français depuis sa création donc en 2021 et nous venons de le renouveler. Donc, il nous assure ce niveau d'expertise et la compétence en sécurité numérique pour accompagner les PME, PMI, ETI et les collectivités sur tous les sujets qui touchent le cyber. Nous sommes également prestataires reconnus par l'ANSSI, donc notamment pour accompagner les entreprises et les collectivités dans le cadre du plan France Relance cybersécurité. Et enfin, nous sommes aidés par BPI France sur la réalisation de DIAC cybersécurité, donc un dispositif qui a été mis en place en fin d'année 2022 et par lequel nous accompagnons les PME et ETI sur les sujets de cybersécurité. Mais ça, nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, rentrons dans le vif du sujet, donc l'état des lieux du risque cyber. Juste quelques définitions pour qu'on ait tous le même vocable ce matin. Donc, qu'est-ce qu'on entend par cybersécurité? Donc, c'est un nouveau mot qui désigne l'ensemble des outils et des processus de sécurité utilisés pour la protection de l'environnement numérique des entreprises et des organisations. Il faut avoir conscience que la cybersécurité ne protège pas que les données, mais également les personnes, les idées, tout ce qui peut être immatériel. Par cyberattaque, on entend une action délibérée, volontaire, venant de l'intérieur, mais surtout de l'extérieur de l'entreprise, et pour objectif de nuire à l'entreprise en détériorant soit son image, soit l'activité de l'entreprise, la disponibilité des outils, voire même la confidentialité de ces données.
Par vulnérabilité, ce sont toutes les faiblesses sur les différents outils ou process du système d'information qui peuvent être exploités lors d'une cyberattaque pour justement atteindre son objectif. Et puis enfin, le RSSI, donc c'est le responsable de la sécurité du système d'information. Donc c'est la personne en charge au sein des entreprises et des organisations de bien vérifier que tous les moyens nécessaires sont déployés et respectés afin d'assurer la sécurité du système d'information. Alors, aujourd'hui, on n'a pas de RSSI dans toutes les entreprises ou toutes les organisations que l'on accompagne ou qu'on peut côtoyer. Néanmoins, ce que l'on invite à faire à nos clients ou prospects, c'est de désigner un référent, une personne qui va pouvoir prêcher la bonne parole en interne et vérifier effectivement que tout le monde est bien sensibilisé sur ces risques cyber. Donc un petit état des lieux avec quelques exemples. Alors la liste n'est bien évidemment pas exhaustive. Là, l'idée de ces quelques exemples, hein, qui pour les plus anciens remontent à 2021, c'est de montrer que tous les secteurs d'activité aujourd'hui sont touchés. Ça va du secteur de la finance, en passant par la presse, en passant par l'industrie, tout ce qui est commerce de détail, l'éducation, tout ce qui touche à l'éducation, l'automobile, les collectivités, etc. Donc aujourd'hui, on ne peut plus prétendre qu'en suivant son secteur d'activité, on n'est pas impacté par les cyberattaques, ce serait se mentir. Et puis ce qu'on voulait également présenter dans le cadre de ces quelques exemples, c'est de rappeler que les PME ne sont pas toujours la cible directe des attaques, mais peuvent être finalement une victime collatérale d'une attaque sur une ETI un peu plus conséquente ou sur une attaque qui a été produite chez l'un de leurs partenaires. Donc là, on a deux exemples, hein, notamment qui est Astoria, qui est un hébergeur, donc dont les environnements au sein de ces data centers ont été cryptoloqués donc il y a quelques années, et finalement pour impact, tous ces clients n'ont pas pu accéder à leur système d'information qui a été hébergé chez cet hébergeur pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc vous imaginez bien qu'une fois que vous n'avez plus accès à vos outils, ça peut avoir un impact en termes d'organisation, en termes de business et en termes d'image. Autre exemple également intéressant dans cette liste, c'est Solware Auto, qui est un éditeur de solutions de garage et de solutions médicales, qui est également hébergeur de ses propres solutions, qui a subi le même type d'attaque, un ransomware en août 2021, et qui a mis plusieurs mois à restituer les données et à rendre les applications disponibles aux clients finaux. Donc vous imaginez bien, pour un garage, quand il n'a plus accès à son outil de facturation, à son outil comptable et à sa base client, que ça peut être très compliqué en termes de suivi d'activité. Capacité à faire des ordres de réparation, plus de capacité à retrouver l'historique du véhicule si c'est un client qui est historique au sein du garage. Plus de comptabilité, donc ça gelait aussi plein de projets sur des projets d'agrandissement, sur des projets de transmission, où pour clôturer le bilan comptable, il fallait tous ces éléments-là, et tant qu'on ne les avait pas, la banque ne souhaitait pas forcément débloquer les crédits nécessaires. Donc ça peut vraiment avoir des impacts importants, pas uniquement à court terme, mais également sur des projets à plus long terme. Donc, quelques chiffres. Donc, aujourd'hui, 94% des entreprises françaises annoncent avoir fait l'objet d'une attaque dans les 12 derniers mois. Alors, certaines réussies, d'autres pas, mais il faut prendre conscience quand même qu'aujourd'hui, les attaques, que ce soit par phishing, où vous recevez un mail qui va tenter de vous dérober des informations, que ce soit des attaques par compromission de mot de passe avec des tentatives de brute force, donc où les pirates vont tenter des connexions répétées à partir d'un dictionnaire de mots de passe pour pénétrer dans le système, etc. Donc, même si elles ne sont pas réussies, on ne peut pas se cacher et se dire qu'elles n'ont pas eu lieu. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes labellisés par cybermalveillance.gouv.fr, donc qui est aussi un portail intéressant pour suivre l'évolution de la cybersécurité. Et en 2021, il y a eu quand même eu 173 000 demandes d'assistance via le portail, donc ce qui donne quand même une tendance du volume des attaques. En 2021, plus de 95% d'attaques ransomware ont été déclarées. Donc là aussi, en lien avec ce qu'on évoquait tout à l'heure sur plutôt des attaques de masse, on ne va pas cibler systématiquement une entreprise, on va plutôt envoyer à partir d'une base mail collectée ou volée une attaque en phishing ou avec un ransomware qui va permettre de crypter les données. Ça, c'est une attaque assez fréquente.
plus de 139% de piratage de compte en 2021. Ça aussi, c'est un constat lié à l'ouverture des systèmes d'information et à l'utilisation d'outils en ligne avec des comptes, etc., et qui sont parfois pas suffisamment protégés. Un coût moyen estimé pour les entreprises entre 300 000 et 500 000 euros. Alors effectivement, ça semble être important, c'est une tendance. Donc on va retrouver ici effectivement la moyenne des cyberattaques qui ont pu impacter des grandes entreprises et des TPE ou des PME. Mais effectivement, il faut bien voir dans ce budget le coût immédiat de l'arrêt de la production, le coût de rémédiation, donc lié à l'intervention d'équipes techniques éventuellement pour identifier l'origine, corriger la faille de sécurité, remettre en route le système, parfois même investir dans des nouveaux équipements. Et puis l'après-coup, si vous avez perdu des données, si l'image de votre entreprise a été atteinte, si vous perdez des clients, etc., ça peut être très, très important. Parfois même, si vous avez des services hébergés ou si l'activité de vos clients dépend de la vôtre, parfois, il peut y avoir aussi des demandes d'indemnité ou d'indemnisation de la part de vos propres clients, ce qui peut effectivement représenter des enveloppes très conséquentes. 70% des intrusions sont liées à une action humaine. Ça, c'est un point très, très important et on y reviendra tout à l'heure. C'est-à-dire que pour que la cyberattaque arrive à ses fins, à un moment donné, il y a eu une action humaine, donc un utilisateur qui a cliqué sur un lien, téléchargé une application ou renseigné ses identifiants sur un faux portail. 25% des dirigeants de PME estiment très élevé le risque d'être touchés, donc en lien avec tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Et une PME sur 3 a désigné un collaborateur en charge de la cybersécurité. Alors, pas systématiquement un RSSI, comme on le disait, mais à minima un référent à la sécurité informatique au sein de la structure pour s'assurer que tous les process étaient bien respectés. Et dernière statistique qui fait quand même un petit peu peur, 80% de risque de défaillance d'entreprise suite à une attaque réussie. Là, on parle bien d'une attaque importante qui va bloquer l'activité de l'entreprise pendant une durée relativement longue. En tout cas, voilà, on a conscience aujourd'hui qu'une cyberattaque réussie peut aller jusqu'à la défaillance de la structure. Alors, l'objectif, c'est pas de créer un climat anxiogène, au contraire, on est là pour évoquer le risque, pour que vous puissiez prendre conscience de ce risque et de vous proposer des solutions pour limiter le risque. Ça ne veut pas dire que dans ces solutions, il y aura zéro risque, puisque ça n'existe pas. En revanche, vous allez limiter le risque, et puis on évoquera aussi les actions à mettre en place de manière à s'assurer que si l'attaque aboutit, comment on fait pour redémarrer dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible. Donc la menace a des origines multiples, elle peut être lucrative, donc avec des réseaux de mafia aujourd'hui qui prospèrent sur le web justement par le biais de cyberattaques, pathologiques. Donc là, on est plutôt sur une approche d'un employé mécontent, d'un concurrent qui souhaite éventuellement ou un client mécontent. Économique, donc là, on est effectivement plutôt sur le volet concurrent ou des sociétés d'intelligence économique qui vont vouloir aller vous dérober des brevets, dérober des informations stratégiques. Technique, donc là, ce sont des hackers chevronnés qui sont en quête de défi. Alors, c'est peut-être un peu moins vrai sur les PME, puisque comme on le évoquera tout à l'heure, elles sont généralement un peu moins protégées que les grandes entreprises. Mais en tout cas, ça peut être parfois un challenge pour ces hackers chevronnés de pouvoir pénétrer dans le système d'information d'une structure. Étatique, donc là, on le vit avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il peut y avoir effectivement des attaques qui ont pour objectif de déstabiliser un pays. C'est le cas notamment quand on voit toutes les attaques qui se produisent contre les collectivités ou contre les centres hospitaliers, où là, effectivement, l'objectif, c'est quand même bien de déstabiliser le pays. Idéologique, donc avec des groupes d'activistes, le groupe le plus connu étant les Anonymous, donc qui vont à un moment donné, par le biais de membres secrets, mener des actions pour aller déstabiliser un pays. Donc ils ont notamment participé donc, dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine au blocage de chaînes de propagande russe, etc. Ils ont volé aussi des informations confidentielles au niveau du Kremlin, etc. Et puis enfin ludique, là, on est plutôt sur des technophiles qui sont pas organisés et qui vont à des fins là aussi de challenge, mais avec un niveau technique beaucoup moins important que les hackers chevronnés, vouloir commencer à jouer un peu aux cyberpirates sur la toile. Donc des origines multiples avec également des objectifs qui peuvent être différents. Donc on l'a dit, pécunier, là l'objectif il est très clair, c'est de gagner de l'argent, donc que ce soit par le biais d'une ruse avec une arnaque au président,
en contactant une entreprise et en se faisant passer pour un fournisseur ou un client, en demandant à faire des changements de RIB, etc. Par contrainte. Donc là, on va demander une rançon dans le cadre des ransomware. Là, l'impact, il est bien évidemment économiquement très important pour les entreprises. Ça peut aller de quelques milliers d'euros à quelques millions. Et puis, un blocage immédiat de l'activité, avec là aussi des impacts en termes de business. Les données. Les données sont très importantes, elles font partie du patrimoine de l'entreprise, donc il est important de les protéger. Et elles peuvent être bien évidemment volées et revendues soit à la concurrence ou éventuellement utilisées pour mener d'autres attaques. Donc notamment quand on va corrompre un compte mail sur un environnement, par exemple Office 365, généralement les pirates vont récupérer les informations, les mails qui ont été reçus, envoyés, la base de contacts, de manière à pouvoir aller reproduire d'autres attaques auprès de ces mêmes contacts. Là, on est plutôt sur un impact en termes de réputation, commerciale également, juridique, et parfois une perte de compétitivité si effectivement on vous a volé des informations, des brevets ou autres. Le vol de la capacité IT, ça aussi c'est un vrai fléau, et notamment dans le cadre des environnements de type Azure, Microsoft Azure, où on paye à la consommation. Et là, les pirates vont usurper, enfin voler les de votre compte et vont aller provisionner des ressources IT de manière à pouvoir soit réaliser d'autres attaques, soit faire du minage de crypto-monnaie, puisque dans le cadre de ce fameux minage de crypto-monnaie, je prends l'exemple de la blockchain, si vous parvenez à calculer un nouveau bloc, vous percevez un pourcentage, enfin une petite rémunération. Donc les pirates, plutôt que de payer des ressources pour calculer les blocs et percevoir cette récompense, ils vont aller voler les ressources informatiques des entreprises de manière justement à avoir une puissance de calcul qui soit la plus importante possible. L'impact, il est plutôt sur la perte de productivité ou la perte de contrôle de l'outil. Et bien évidemment, une fois que les hackers ont pénétré votre système pour voler vos ressources IT, rien ne les empêche par ailleurs d'extraire également des données ou autres. Déstabilisation d'entreprise, donc là on est plutôt dans l'atteinte à l'image ou dans la volonté de saboter l'activité de l'entreprise. Et là on est effectivement sur des impacts plutôt en termes d'image et de réputation. Et puis comme j'évoquais tout à l'heure, le lancement d'une attaque indirecte. L'idée, ça peut être effectivement de pénétrer le système pour pouvoir, par rebond, attaquer éventuellement les clients de la structure qui est victime. Alors c'est vrai aussi, notamment si vous travaillez par exemple avec des fleurons de l'économie nationale ou des organisations d'importance vitale, vous pouvez être un point d'entrée si votre niveau de sécurité est faible, qui par rebond va permettre aux pirates de rebondir jusqu'au système d'information de vos propres clients. Donc là aussi, attention aux impacts commerciaux et parfois juridiques. Donc pourquoi les PME, les ETI apparaissent comme des cibles privilégiées ? Parce qu'elles sont des cibles plus faciles, moins sensibilisées et généralement un peu moins protégées d'un point de vue technique. Il n'y a pas forcément de RSSI, les moyens en termes de sécurité informatique sont parfois un peu limités. Donc bien évidemment, ce sont des cibles plus faciles à pénétrer pour les hackers. Elles peuvent également avoir tendance à payer les rançons. Alors là aussi, les pirates demandent des rançons qui sont vraiment adaptées à l'organisation de l'entreprise. J'évoquais tout à l'heure le cas de Solware. Je vous invite à regarder sur Internet. Le dirigeant a fait un interview et il explique très bien en fait le contexte. Le matin où ils ont découvert que l'intégralité de leurs données avait été cryptée, ils ont pris contact avec les hackers qui demandaient un certain montant de rançon. Et quand le dirigeant a répondu aux hackers qu'il n'était pas en capacité de donner qu'il n'avait pas ces liquidités-là, les hackers leur ont très clairement répondu aussi, puisqu'ils avaient eu accès à leurs informations bancaires, à leur niveau de trésorerie, à la performance de l'entreprise, etc. Donc, les hackers ne demandent pas une rançon aléatoire. Ils s'intéressent avant à l'entreprise et essaient de demander une rançon dont l'entreprise serait en capacité de payer. Le sujet cyber voire IT est rarement incarné dans les instances de direction des PME, même s'il fait partie des réflexions stratégiques ou tout du moins contribue à la stratégie de l'entreprise. Donc là aussi, c'est un sujet. Il faut effectivement que ces sujets remontent au comité de direction et qu'il y ait des budgets qui soient débloqués pour sécuriser les systèmes d'information. La transformation numérique des entreprises et des organisations a aussi augmenté de manière assez significative le niveau d'exposition. Alors, de par les objets connectés, de par le télétravail,
de par la mise à disposition de portails collaboratifs avec les partenaires ou les clients, et tout particulièrement depuis le Covid, ou la Covid, pardon, où les entreprises ont été amenées à déployer des outils très rapidement pour permettre à leurs collaborateurs de continuer à travailler depuis chez eux, de permettre à leurs clients de continuer à échanger des documents avec eux, etc., même si les bureaux étaient fermés. Le déploiement de ces outils, c'est parfois fait de manière hâtive et au détriment de la sécurité. On l'entend, il y avait un niveau d'urgence, la situation était vraiment très, très exceptionnelle. Néanmoins, ces pratiques ont perduré dans le temps et les entreprises n'ont pas toujours fait le nécessaire en se disant OK, on standardise cet usage-là ou on le fait rentrer dans nos process. Par contre, prenons peut-être maintenant le temps de vérifier que quand on l'a déployé, on a bien pris en compte toutes les problématiques de sécurité. On l'a évoqué tout à l'heure, les réseaux mafieux aussi qui sont structurés s'organisent aujourd'hui autour du cybercrime. Donc, on l'entend ou on le lit dans la presse parfois que des branches de la mafia italienne ou autres ont été démantelées et que c'était des activités qui étaient vraiment dédiées aux cyberattaques. Certains moyens d'attaque aussi sont facilement accessibles. Donc, on va trouver, sur le dark web, mais pas que, des outils qui vont permettre à des jeunes hackers, voire même à des novices, de pouvoir lancer des attaques sans trop de difficultés. On trouve notamment sur le dark web, alors si aujourd'hui vous avez des outils en ligne, ce qu'on va appeler SaaS, Software as a Service, des outils de gestion ou autres, on va trouver sur le dark web ce qu'on appelle des RAS, des Ransomware as a Service. Donc ce sont là des groupes de hackers qui mettent à disposition de petites mains des packages, donc des solutions où on va retrouver à l'intérieur tout ce qu'il faut pour mener campagne de phishing, une fois qu'on a dérobé des informations, pénétrer le système d'information, envoyer le malware, crypter les données, demander la rançon, etc. Donc aujourd'hui, voilà, ces moyens d'attaque sont accessibles à tout le monde. Et la menace n'est pas locale, mais globale et souvent aveugle. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne cible pas précisément votre entreprise, mais on va être dans des attaques de masse où on va envoyer un phishing à des centaines de milliers de cibles. Et vous pouvez effectivement tomber dans le piège. Donc, c'est pas toujours facile de se battre contre une menace qui effectivement n'est pas directe. La question aujourd'hui, c'est plus de savoir si l'entreprise va être attaquée, mais plutôt quand et quel sera l'impact de cette attaque. En tout cas, c'est ce qu'on a tendance à dire aujourd'hui et hier. De par les diagnostics cybersécurité, et tout particulièrement ceux dans le cadre du dispositif BPI France, on a identifié trois sujets critiques qui sont la sensibilisation et la formation des collaborateurs au risque cyber, la sécurisation de l'administration et la supervision, l'audit et tout ce qui va nous permettre d'assurer la continuité d'activité une fois le sinistre évoqué. Et ça, c'est notamment lié, effectivement, comme on l'évoquait, au niveau de maturité qui est un petit peu plus faible au sein des PME que ce que l'on peut retrouver dans les grandes entreprises. Donc, c'est notamment sur ces trois que on va vous présenter des actions à mener pour gagner justement en maturité. Donc, quelles sont ces 4 mesures indispensables? Donc, déjà, il faut bien prendre en compte que la protection cyber relève de multiples dimensions. Il y a la technique, toutes les solutions, firewall, antivirus, logiciel de gestion d'identité, le fait de chiffrer les du portable, les anti-spam, etc. Il y a la sécurité physique qui est importante également, donc l'accès aux salles informatiques, l'accès aux bâtiments, les filtres de confidentialité qu'on va pouvoir mettre sur les écrans quand on est en déplacement. Comme tout à chacun, je pense que si vous prenez le train, il y a des important où on peut constater que tout le monde travaille sur son portable et parfois sur des sujets qui peuvent être stratégiques ou assez sensibles. Il y a le volet humain, donc on l'a dit, le facteur humain est très très important puisque 70% des cyberattaques passent par une activité, donc il est important de sensibiliser les utilisateurs, de les former, etc. On a tendance aussi à dire que le niveau de sécurité d'une entreprise se cale au niveau du maillon le plus faible de la chaîne de sécurité. Ce qui fait que si parmi vos 100 collaborateurs, vous en avez 98 qui ont été sensibilisés, qui sont très vigilants sur ces sujets, mais 2 qui ne se sont pas du tout concernés ou qui ne sont pas sensibilisés, finalement, le niveau de sécurité va redescendre au niveau de sensibilisation de ces 2 personnes-là, puisqu'il suffira qu'une de ces 2 personnes clique sur un mail de phishing, rende ses identifiants pour que votre système puisse être éventuellement piraté. Il y a tout ce qui touche l'organisation, donc tout ce qui va être process, tous les documents nécessaires pour justifier de sa conformité au niveau
niveau cybersécurité, mais aussi au niveau RGPD, tout ce qui va toucher les audits, etc. Le volet juridique, ça aussi, c'est un point très important. On invite nos clients à prendre le temps de bien prendre connaissance des contrats qui les lient avec leurs prestataires IT, avec les hébergeurs, avec les éditeurs de solutions SaaS, etc. Puisqu'on a parfois tendance à valider assez rapidement ce type de document, et c'est que lorsqu'il y a un sinistre qui se présente que l'on commence à regarder les niveaux de responsabilité des uns et des autres et les éventuelles indemnités que l'on peut toucher. Je reviens sur le cas de Solware, l'éditeur de solutions de garage. D'un point de vue contractuel, les clients payaient en moyenne une centaine d'euros pour le logiciel par mois. Donc, l'éditeur s'est proposé dans un premier temps de rembourser l'abonnement. Bien évidemment, pour un garage, être remboursé de 100 euros, mais ne plus avoir d'outil de gestion, ne plus avoir d'outil comptable, etc., l'indemnité à l'égard du préjudice, elle est totalement pas cohérente. Mais contractuellement, en tout cas, c'est ce qui est écrit dans le contrat avec le prestataire. Donc, il faut y être vigilant. Et puis, tout ce qui touche l'assurance. Donc, on invite aussi nos clients aujourd'hui à se protéger en se rapprochant de leur assureur et en souscrivant, si possible, une cyberassurance. En sachant que, comme je l'évoquais tout à l'heure, depuis le 24 avril, les assurances sont autorisées à indemniser les entreprises au montant d'une éventuelle rançon, sous contrainte que l'entreprise porte plainte dans les 72 heures. Donc ça aussi, ça peut être pour vous une garantie qui n'est pas neutre. À mesure, il est très important de connaître ses actifs et d'identifier ce que vous devez protéger au sein de votre organisation. Il y a 3 périmètres à prendre en compte. L'IT, donc le système d'information général, donc on va parler des postes, des serveurs, des applications de gestion, etc. Et ceux-là, ils sont plutôt généralement bien identifiés. Ils sont visibles, exposés. Ce sont des périphériques relativement classiques sur lesquels on a généralement la mainmise et des contrats avec des prestataires pour s'assurer des mises à jour régulières des systèmes d'exploitation, du matériel, des logiciels, etc. Cette partie-là est généralement assez bien couverte. Par contre, on a tout ce qui touche l'IoT, donc l'Internet of Things. Et là, on va retrouver tout un ensemble de petits produits qui peuvent être amenés au sein des entreprises, alors soit par le biais des collaborateurs directement, soit par le biais de l'entreprise, quand on va déployer notamment des capteurs de température, des sondes pour la climatisation de chauffage, smartphones qui soient internes ou voire ceux des collaborateurs, des visiophones également, des lecteurs de badges, tous ces équipements qui sont connectés au réseau, qui sont parfois pas du tout dans le périmètre de l'entreprise, je pense aux smartphones des collaborateurs, ou qui parfois ont été installés à la construction du bâtiment, à la rénovation du bâtiment, mais ont été mis à jour avec la dernière version au moment de la construction, et qui 10 ans après n'ont jamais été mis à jour. Il faut prendre conscience que dans notamment les visiophones ou les lecteurs de badges, il y a des petits systèmes embarqués qui peuvent également présenter des failles et que ça peut être un point d'entrée pour les hackers sur le système d'information. Et enfin, tout ce qui est outils, donc l'opération. Donc là, on est plutôt sur le volet PMI, avec des machines connectées, des capteurs, tout ce qui est réseau SCADA, les systèmes de programmation, les tablettes de commande, etc. Et ça aussi, c'est souvent oublié dans la gestion de risques. C'est des systèmes qui sont peut-être moins exposés, mais qui sont généralement rarement mis à jour. On le voit encore, on intervient dans des PMI ou sur la chaîne de production, on va constater qu'il y a des machines qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce que la durée d'amortissement est très longue et qui sont toujours pilotées par des systèmes d'information qui sont aujourd'hui totalement obsolètes, des Windows XP, des Windows NT4, et j'en passe. 3 questions importantes à se poser autour de ces actifs. C'est quel est le niveau de confidentialité, le niveau de disponibilité et le niveau d'intégrité de chacun de ces actifs, de manière à pouvoir ensuite mettre en œuvre les bonnes solutions de sécurité en fonction effectivement du niveau de confidentialité. Donc, qu'est-ce qui se passe si cet actif est accessible à un tiers malveillant? Le niveau de disponibilité, quel impact ça a sur mon activité si cet actif n'est plus disponible? Et puis, le niveau d'intégrité, qu'est-ce qui se passe s'il est modifié? Deuxième mesure, il ne faut pas transiger sur le minimum technique vital. Parfois, certains outils sont peu coûteux, ou tout du moins, il y a des outils qui n'étaient pas accessibles ou peu accessibles aux PME il y a encore 10 ans, qui aujourd'hui se sont généralisés. Donc, je pense au firewall, etc. Mais en tout cas, sur ces 9 briques, il faut vraiment ne pas transiger et se dire, voilà, sur la partie réseau, sur la partie sauvegarde est très, très important. Donc, c'est pas juste je fais une
sur un disque à côté de mon serveur, c'est je fais une sauvegarde éventuellement sur un disque à côté de mon serveur, mais j'ai aussi une version dupliquée sur un autre site géographique et j'ai une version qui est offline pour m'assurer que si les hackers rentrent sur le système, ils ne pourront pas compromettre et mes données de production et mes supports de sauvegarde. Tout ce qui touche aux infrastructures, les mises à jour, très très important de aider aux mises à jour des systèmes et des équipements. Tout ce qui est antivirus, alors aujourd'hui, je pense que c'est quasiment un acquis, mais il faut quand même pas le mettre de côté. La gestion des droits utilisateurs, c'est également très important de bien identifier quelle est la fonction d'un utilisateur et quels sont les niveaux d'habilitation dont il a besoin pour réaliser ses fonctions, et qu'il n'est pas nécessaire que dans les outils de gestion notamment, que tout le monde puisse aller modifier les fiches fournisseurs en modifiant les RIB ou ce genre de choses. Également, mettre en place tous les systèmes de contrôle à quatre yeux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne qui va créer un fournisseur, qui va éventuellement ajouter le RIB du fournisseur, c'est pas forcément celui qui va en même temps saisir les commandes fournisseurs, valider les commandes fournisseurs. De manière à ce qu'à un moment donné, dans la chaîne, il y a une personne qui puisse quand même contrôler qu'il n'y a pas d'abus ou qu'il n'y a pas d'erreur. Être très vigilant à tous les supports de données USB, puisque c'est encore un vecteur d'attaque important aujourd'hui. Bien sensibiliser les collaborateurs sur tout ce qui touche à la mobilité. Donc, on a évoqué travailler dans le train, ne pas se connecter au réseau Wi-Fi public, éviter de se recharger sur des bornes USB dans des restaurants, dans des hôtels ou autres, et privilégier plutôt de se brancher sur une prise secteur. Et puis tout ce qui touche à l'authentification, avec notamment la gestion des mots de passe et l'authentification en double facteur. Donc, imposer aux collaborateurs, quand les outils le permettent, l'authentification en double facteur pour limiter au maximum les risques d'usurpation d'identité. La troisième, donc par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le niveau de maturité des PME, c'est la sensibilisation et la responsabilisation des collaborateurs. Puisque, comme on l'évoquait, 70% des intrusions sont liées à une action qui est effectuée par un employé. Alors, volontaire ou non, on n'accuse pas les employés de faire volontairement une action avec les impacts que ça peut avoir sur l'entreprise. Mais parfois, les mails de phishing que l'on reçoit sont tellement bien construits, il n'y a plus de faute d'orthographe, la conjugaison est bonne, les logos sont propres, le contenu est vraiment propre, et effectivement, ça peut porter à confusion. Donc là, l'idée de l'exemple, c'est de dire qu'on a beau avoir mis en place toutes les solutions de sécurité nécessaires, si on n'a pas sensibilisé le collaborateur, on est à l'abri de passer à côté d'une cyberattaque. Donc, il est important de les sensibiliser à leur arrivée, au moment où on va leur remettre leur matériel ou leur accès. Alors, ça peut être par le biais d'une charte informatique, d'une petite réunion de sensibilisation, du rappel de bonnes pratiques. Et il est important de faire des réitérations pour qu'ils prennent conscience que c'est quelque chose qui se fait au quotidien. Et il est également possible, dans le cadre de ces réitérations régulières, de faire des tests inopinés de type campagne de sensibilisation au phishing ou autre, qui généralement mettent en évidence qu'il y a toujours besoin de continuer ces sensibilisations, qui par ailleurs peuvent avoir un petit côté ludique au moment où on restitue. Donc on n'est pas obligé de nommer les mauvais élèves, mais tout de moins de dire que voilà, sur les 100 collaborateurs, il y a eu une campagne de phishing, une vingtaine de mails qui ont été envoyés, et globalement, sur les 20 mails envoyés, on a eu une dizaine, trentaine, quarantaine de clics, des identifiants qui ont été saisis, etc. Voilà, la sensibilisation vraiment très, très, très importante. Et la quatrième mesure, anticiper la gestion de crise. Comme on l'évoquait, le risque zéro n'existe pas. On aura beau mettre en place toutes les solutions techniques, on aura beau sensibiliser nos collaborateurs, on ne sera pas à l'abri d'être victime d'une cyberattaque. Et là, l'idée, c'est d'anticiper cette cyberattaque pour être prêt le jour où ça se produira, de manière à pouvoir redémarrer le plus vite possible et dans les meilleures conditions possibles. Donc, en identifiant la cellule de crise, qui on va mettre autour de la table pour prendre les bonnes décisions. On arrête le système d'information, on prend le temps de restaurer les sauvegardes, on redémarre, on prévient nos clients, on prévient nos fournisseurs, qui on met également en tant que partenaire, l'éditeur de la solution SaaS qui est critique pour nous, le prestataire IT, l'hébergeur, etc. L'idée, voilà, c'est de rester, que cette équipe-là soit en lien permanent avec les autres équipes les autres équipes de la structure, que ce soit la prod et la direction. De manière aussi à éviter une éventuelle crise sociale, puisqu'on le sait aujourd'hui, le contexte RH est quand même assez compliqué dans toutes les entreprises. Beaucoup travaillent sur leur marque employeur, et ce type d'attaque a quand même un côté négatif sur la marque employeur.
puisqu'on est tous à 100, voire 150 ou 200% des entreprises. Et quand on explique à un collaborateur que il ne va pas pouvoir travailler pendant une semaine, mais que quand il va revenir, il va falloir qu'il rattrape ce retard-là, qui plus est, on a perdu une semaine de travail, donc il va ce qu'il a déjà fait, et que pendant cette période-là, il va être sous pression des clients parce qu'on n'aura pas pu tenir les délais, etc. C'est quand même pas très agréable. Donc voilà, bien communiquer en interne, en externe, autour d'une cellule de crise qui doit être pré-identifiée et prête à relever le challenge si une cyberattaque se produit. Une fois qu'on a effectivement aussi déterminé tous les process, l'idée c'est de tester et répéter certaines actions pour s'assurer que le jour où la cyberattaque se produit, que tous les process sont bien opérationnels et qu'on ne va pas être bloqué, on ne va pas découvrir qu'il y a un support de sauvegarde qui est corrompu ou que finalement la sauvegarde distante ne fonctionnait pas, etc. Et puis, idéalement, légitimer la cellule de crise en mettant en place un référent cyber, soit au CODIR. Après, il n'a pas forcément besoin d'être là en permanence, mais au moins de pouvoir dialoguer et de remonter la perception des équipes terrain et de redescendre aussi les messages du CODIR auprès de ces équipes-là. Voilà pour les 4 mesures. Ce qu'on voulait également évoquer, c'est quelles sont les perspectives d'évolution de la menace cyber. Donc, on a dans notre imaginaire, on pense à la cyber, on n'a que des supports full numériques avec des attaques qui se font par le biais d'un lien, qui transite par un mail, par un malware ou autre. Aujourd'hui, on constate qu'il y a un petit retour aussi à des supports un peu plus matériels, avec l'usurpation, comme on peut le voir sur l'exemple d'un recommandé. Qui va donner un côté réaliste au document, mais qui finalement va essayer de renvoyer soit vers un lien frauduleux sur lequel on va saisir des identifiants, soit vers un autre lien qui va demander de procéder au règlement pour faire une redirection, par exemple, du recommandé ou autre. Alors, sur ce type d'exemple, mais c'est également le cas pour les clés USB où on revoit revenir, ça avait été le cas pendant un moment, ça avait un petit peu disparu, et là on voit de nouveau des clés USB qui sont envoyées sous format publicitaire de la banque ou autre aux entreprises en leur indiquant que voilà, ils remettent les nouvelles grilles tarifaires ou ils leur proposent une offre très alléchante sur la clé, et quand on branche la clé, finalement ça vient déclencher un malware ou autre. Donc voilà, ne pas faire que le focus sur l'IT, mais aussi être vigilant sur tout ce qui peut être matériel et qui peut avoir des liens ou qui peut nécessiter une connexion sur le système d'information. Autre sujet, l'open source intelligence, donc l'OSINT. Là, l'idée, c'est les hackers vont plutôt aller collecter une multitude de données publiques qui sont diffusées sur les réseaux, sur des plateformes diverses et variées, de manière à pouvoir mieux comprendre l'organisation de l'entreprise. Donc, ils vont récupérer le profil LinkedIn de la comptable pour savoir avec qui elle travaille, qui est sa responsable, etc. Éventuellement un organigramme. Ils vont profiter d'une communication du dirigeant qui est en déplacement à l'étranger sur un salon ou autre pour cibler précisément l'attaque, qui va être la victime, tout en s'assurant que le fait que le dirigeant soit pas présent, il y a plus de chances que la victime procède effectivement aux actions demandées par les hackers. Donc là aussi, soyez prudents sur les données que vous publiez sur Internet et qui sont publiques. Autre sujet, on découvre une multitude d'informations sur des plateformes comme Prezi, sur lesquelles on va pouvoir faire des présentations. Alors, un peu plus sympa que ce qu'on peut faire avec PowerPoint, un peu plus animé. Mais à partir du moment où on utilise un compte gratuit sur Prezi, tous les documents qui sont créés sur ces plateformes sont publics. C'est comme ça qu'on va retrouver des documents. Alors, ça peut être des plaquettes de présentation stratégique sur la nouvelle offre commerciale ou ce genre de choses. Ça peut être également des comptes rendus de stagiaires à qui vous avez communiqué des informations sur le système d'information, sur l'organisation de l'entreprise, l'organigramme, etc., et qui vont être publiés sur Prezi parce que le stagiaire aura fait son rapport de stage sur cet outil-là. Donc, sensibilisez bien les collaborateurs sur le fait que vous leur mettez à disposition des outils et que tous les autres outils qui sont peut-être gratuits n'ont pas lieu d'être utilisés dans le cadre de l'entreprise. Et un petit rappel aux stagiaires, ça peut être également intéressant. Et puis, une dernière perspective d'évolution autour de la menace cyber, c'est l'intelligence artificielle. Donc, vous avez tous entendu parler de ChatGPT qui est sorti en fin d'année dernière. Donc, c'était la première intelligence artificielle qui était accessible au grand public et d'autres suivis. En tout cas, il est aujourd'hui constaté qu'en quelques minutes, avec ChatGPT, on peut créer un faux mail de phishing qui soit hyper bien structuré, très cohérent, etc., sans aucune faute d'orthographe et compagnie.
et qui plus est avec la partie codex, donc qui est le moteur de ChatGPT qui permet de traduire du langage en code. Donc on va demander par exemple à ChatGPT crée-moi un logiciel qui permet, crée-moi du code qui permet de faire une action dans tel langage, donc en Python ou autre, et ChatGPT va vous sortir tout le code. Donc en fait, cet outil-là peut demain aussi être un outil facilitant pour les hackers novices et du coup un risque encore plus important pour les entreprises. On l'a mis en marque, il y a quand même des garde-fous qui sont en train de déployer pour éviter l'hécatombe, mais c'est un nouveau risque sur lequel il faut être vigilant. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, comme on l'a dit, les PME et ETI apparaissent comme des cibles privilégiées de la cybercriminalité de masse, notamment du fait d'un niveau de maturité à la sécurité qui est un petit peu plus faible que les grandes entreprises. Donc, 3 sujets critiques, sensibiliser et former les utilisateurs, sécuriser l'administration, donc bien protéger les comptes d'administration, et superviser, auditer, réagir, assurer la continuité en cas de sinistre. Les 4 mesures indispensables qu'on vous a présentées ce matin, donc bien connaître ses actifs et savoir ce que je dois protéger, confidentialité, intégrité, disponibilité, bien se poser la question sur ces actifs de ces 3 thématiques-là. Ne pas transiger sur le minimum technique vital, c'est important, ça reste un socle nécessaire pour se protéger des cyberattaques. Sensibiliser et responsabiliser les collaborateurs, pas de sujet, je le rappelle, 70% des attaques passent par une action humaine d'un collaborateur. Et enfin, anticiper sa gestion de crise. Donc là aussi, ne pas attendre d'être au pied du mur pour se poser les bonnes questions, parce que souvent quand on est dans ce type de crise ou quand on est sous pression, c'est pas là où on prend les meilleures décisions. Donc y réfléchir en amont quand tout va bien, c'est aussi la garantie de pouvoir rebondir le mieux possible et le plus rapidement possible. Alors, pour ceux qui se demandent par où commencer, comme nous vous l'avons indiqué tout à l'heure, nous sommes habilités par BPI France sur plusieurs parcours, dont 2. DigiAct. Alors celui-ci est plutôt à destination des auto-entrepreneurs, des TPE, qui sont généralement moins sensibilisés aux risques cyber. Et là, on est sur un parcours full e-learning avec un coaching à distance. Et c'est un parcours qui est pris en charge à 100%. Donc, pour ceux qui aujourd'hui n'ont pas de responsable informatique interne, n'ont pas de RSSI ou n'ont pas de référent informatique interne, ou qui souhaiteraient que ce référent, au-delà de sa simple appétence à l'informatique, ait un niveau un peu plus élevé sur la cybersécurité, il peut suivre ce parcours. Il faut compter une dizaine d'heures. C'est fait de manière à ce que ce soit accessible à tout le monde pour donner un premier bagage autour de la cybersécurité. Et comme je l'évoquais, c'est pris en charge à 100% par BPI France. Et puis, il y a le DIAC cybersécurité qui, lui, est plutôt à destination des PME, PMI, ETI, qui pour elles, dispose d'un niveau de maturité qui est généralement un peu plus élevé que les TPE sur le risque cyber, qui sont parfois structurés avec un responsable informatique interne. Et là, on est sur un accompagnement de 4 jours, dont un minima d'une journée sur site. Et là, on va vraiment être dans la collecte d'informations, l'échange avec le RSI, le dirigeant, sur quelles sont ses attentes, quels sont les niveaux de risque et quelles sont les actions qui ont été mises en œuvre. L'idée, c'est d'aboutir à un plan d'action qui vous permettra de approcher des bonnes pratiques qui sont recommandées par l'ANSSI. Et dans le cadre du DIAC cybersécurité, il y a toujours une prise en charge par BPI France, mais qui cette fois-ci est à hauteur de 50%. Je vous ai remis les liens sur ces 2 parcours. N'hésitez pas à vous informer. Et je vous ai également mis à l'issue du support, que je vous partagerai sur la plateforme à l'issue du webinaire, les coordonnées donc de Cyril Hubert, qui porte l'offre conseil en système d'information sur TGS France avec moi, et qui sera ravi de vous accompagner sur l'un ou l'autre des parcours si vous avez des questions. Et voilà, on arrive justement aux questions. Donc, je n'ai pas regardé le chat, et je ne sais pas si vous aviez des questions, mais je vous invite à le faire dans le chat si vous le souhaitez, et prendre quelques minutes pour y répondre sans difficulté. En tout cas, j'espère qu'on a été clair. C'est assez dense, mais voilà, on voulait faire passer quand même pas mal de messages ce matin. Donc, on espère que vous y avez trouvé de l'intérêt et que ces 4 mesures vous semblent être accessibles et pragmatiques. En tout cas, notre vocation, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner sur ces sujets-là. Alors, la certification ISO 27001 permet-elle de disposer d'un bon socle ?
Alors oui, oui. L'ISO 27001 est un process qui effectivement nécessite, pour obtenir la certification ISO 27001, nécessite la mise en œuvre d'une multitude de choses. Très honnêtement, on le constate peu au sein des PME. On voit plutôt des grands groupes passer cette norme-là. Par contre, ce qui peut être fait, c'est d'avoir une réflexion sur la mise en place de process en lien avec la norme ISO 27001 au sein des PME, en disant voilà ce qui, dans la norme, est vraiment très, très important, mais de ne pas forcément aller jusqu'à la puisqu'elle est effectivement très continue. Mais c'est un socle plus que pertinent, effectivement, pour s'assurer du niveau de maturité pour faire face aux risques cyber. Alors, de plus en plus d'entreprises se protègent contre les ransomware, mais trop peu contre les créations de données et double, triple extorsion. Quels outils ou mesures sont envisagés à mettre en place? Alors, c'est une bonne remarque. Il y a quelques années, on voyait énormément de solutions de DLP, Data Leak Prevention, qui étaient proposées aux entreprises, voire même aux PME, donc qui vont permettre de veiller à ce que les exfiltrations de données soient contrôlées. Donc, on ne peut pas brancher avec l'USB, on ne peut pas faire d'impression de fichiers clients, on ne peut pas envoyer par mail de fichiers clients. En fait, c'est des outils qui analysent tout ce qui rentre et tout ce qui sort du système d'information. Néanmoins, c'est tout le problème de la sécurité, c'est qu'il faut faire le compromis entre sécurité et confort d'utilisation. Et très clairement, les outils DLP dans les PME, ça devenait tellement contraignant que très peu d'entreprises sont allées jusqu'au bout de la démarche ou l'ont maintenu dans la durée. Maintenant, comment s'assurer effectivement qu'il n'y ait pas de fuite de données? C'est de mettre en place effectivement déjà de bien sensibiliser les utilisateurs pour qu'il y ait le moins de risques possible à ce qu'il y ait des comptes qui soient compromis, parce que généralement, pour pouvoir exfiltrer les données d'entreprise, la première chose dont a besoin un hacker, c'est d'un compte pour accéder au système. Donc, plus on sensibilisera les utilisateurs, plus on mettra en place de sécurité autour des mots de passe. Donc, quand on dit mot de passe aujourd'hui, un mot de passe complexe, c'est 12 caractères, chiffres, lettres, majuscules, minuscules, etc., avec un renouvellement assez fréquent. Et si possible, l'activation de mécanismes de double authentification dès que c'est possible, on va réduire le risque. Après, ça va être par le biais des firewalls où on va pouvoir, pas forcément bloquer l'exfiltration, mais tout du moins constater qu'il y a eu une exfiltration. Donc, je n'ai pas de réponse parfaite, mais voilà ce que je peux vous conseiller. Oui, le replay sera disponible, il est enregistré. Donc, pour ceux qui avaient peut-être un peu de retard ou qui souhaiteraient revoir un peu le contenu ou réécouter si j'ai parlé trop vite, il sera bien évidemment disponible en replay. Bon, mais écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, encore une fois, vous avez accès au replay. Vous aurez dans le cadre du support les coordonnées de Cyril. Donc, s'il y a d'autres questions qui émergent après le webinaire, je vous invite à revenir vers nous. On se fera un plaisir déjà de répondre à vos questions. Et puis, si vous le souhaitez, de vous orienter vers le parcours BPI ou d'autres prestations si vous le souhaitez. Encore une question. Que pensez-vous du SOC 2 vs l'ISO 27001? Alors, très bonne question. Pour moi, l'ISO 27001 est effectivement un référentiel intéressant autour des process. Le SOC 2, on va plutôt être sur une approche d'accompagnement au quotidien. Voilà, deux approches différentes. Est-ce que l'une est plus intéressante que l'autre? Je ne sais pas. Peut-être plutôt complémentaire. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Merci. Au revoir.